Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette webconférence. Je suis Vincent Terny, chargé de mission inclusion numérique à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. PQNA est depuis 20 ans le centre de ressources sur le développement local pour la région Nouvelle-Aquitaine. Christophe, bonjour. Bonjour Vincent, je suis Christophe Rochard, chargé de mission à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine pour celles et ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Nos missions consistent à animer les réseaux d'acteurs du développement local, à les accompagner et les outiller dans la compréhension et le déploiement des politiques publiques en direction des territoires et les plus vulnérables tout particulièrement. Vincent, pourrais-tu nous donner quelques éléments de contexte concernant le sujet de cette webconférence ? Absolument. Pourquoi, en effet, ce matin, parler de numérique responsable avec des collectivités locales? Eh bien, au moins pour quatre raisons. La première, parce que avec le numérique, nous sommes tous utilisateurs de matériel ou utilisateurs de services. 180 000, c'est le nombre d'agents de la fonction publique territoriale en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça fait beaucoup d'usagers du numérique. Deuxième raison de parler du numérique responsable aujourd'hui, c'est que les collectivités locales sont aussi productrices de services numériques, ou elles en sont aussi le relais d'autres services qu'elles portent, souvent en première ligne vis-à-vis des usagers. Utilisateurs, producteurs, au niveau mondial, le numérique, c'est presque autant d'émissions de CO2 que l'aviation civile. Et si on continue sur cette trajectoire, ça pourrait même être des émissions de CO2 supérieures à l'aviation civile. Quatrième raison de parler de numérique responsable avec les collectivités, c'est que les collectivités locales ont évidemment le souci de l'usager et la préoccupation d'inclure tous les usagers dans un contexte d'intérêt général. Et rappelons-nous que 4 Français sur 10 déclarent être pas ou peu à l'aise à l'idée de faire une démarche en ligne. Et enfin, le numérique responsable, c'est aussi une loi vis-à-vis des collectivités, qui s'appelle la loi Rennes, une loi du 15 novembre 2021, et qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Et c'est une loi qui s'impose à certaines collectivités. C'est donc dans ce contexte, Vincent, que PQNA propose un cycle de qualification inclusion numérique et numérique responsable. Ce cycle vise les objectifs suivants: sensibiliser les élus et les professionnels aux enjeux du numérique responsable, aider les acteurs à se saisir des politiques publiques, donner envie aux acteurs de s'engager dans des démarches territoriales, les inspirer par de l'échange d'expériences et les outiller par de l'apport de ressources et de méthodes. Donc ce cycle commence aujourd'hui et va se décliner tout au long de l'année 2025 par différents rendez-vous visant à éclairer la variété des enjeux du numérique responsable. Je vous invite donc à suivre notre actualité et les rendez-vous à venir en vous inscrivant sur notre lettre d'information Inclusion numérique. Quelques petites précisions techniques avant de nous lancer sur le sujet du jour. Et comme vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas prendre la parole. Nous vous encourageons cependant vivement à poser vos questions et à réagir à travers le fil de discussion. Nous aurons toujours un œil sur ce fil de discussion et pourrons, le cas échéant, nous faire le relais des questions que vous poserez à nos invités. Nous ferons le maximum pour répondre à vos interrogations. Par ailleurs, sachez que nous allons enregistrer ce webinaire et qu'il sera proposé en replay, agrémenté des différentes ressources qui auront été citées pendant nos échanges. Christophe, peux-tu nous parler donc de la webconférence d'aujourd'hui ? Donc, le webinaire du jour s'intitule Numérique responsable et collectivité locale. De quoi on parle ? Ce webinaire s'adresse aux élus et aux techniciens chargés d'un projet de numérique responsable ou curieux de mieux comprendre ce sujet pour savoir comment agir. Donc, les objectifs de cette séquence d'aujourd'hui sont les suivants: définir ce qu'est précisément le numérique responsable, de quoi on parle, identifier les pistes d'action concrètes à mettre en œuvre pour tendre vers un numérique responsable à l'échelle de son territoire, et enfin, partager des retours d'expérience sur les freins, les leviers, pour inspirer vos projets. Ce webinaire devrait durer 1h30 jusqu'à midi. Sans plus attendre, pour échanger avec nous ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants que j'invite à nous rejoindre maintenant sur le plateau.
bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Nous accueillons également à distance voilà, notre troisième intervenant depuis La Rochelle. Fabien Zacharie, bonjour. Vous êtes directeur des systèmes d'information de la communauté de communes de Marennes-Adour-Côte-Sud dans les Landes. Votre communauté de communes regroupe 23 communes pour un peu plus de 70 000 habitants et 400 agents territoriaux. On aura l'occasion de revenir sur votre projet. Travaille au sein de la délégation numérique de la région Nouvelle-Aquitaine en tant que chargé de mission innovation numérique responsable et logiciel libre. Vous êtes également trésorier de l'association nationale Adulact. Et Adulact, c'est une association créée en 2002 qui a pour but de promouvoir, développer et maintenir les logiciels libres au sein des administrations et des collectivités. Et notre troisième intervenant, bonjour, Vincent Courboulet. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis La Rochelle. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle. Vous êtes aussi un des pères de l'Institut du numérique responsable, basé à La Rochelle. L'Institut du numérique responsable est à l'origine d'une production importante de ressources qui sont toutes disponibles sur le site de l'Institut. Vous êtes aussi l'auteur de 2 livres sur le numérique responsable, parus chez Actes Sud. Vers un numérique responsable, repensons notre dépendance aux technologies digitales, paru en 2021, et paru en 2023, L'archipel des GAFAM, manifeste pour un numérique responsable. Nous allons démarrer tout de suite la présentation de cette notion de numérique responsable. Et mes premières questions vont vers vous, Vincent Courboulet. Nous aimerions que vous nous aidiez, en ce début de webinaire, à définir cette notion de numérique responsable d'une façon synthétique. Comment définiriez-vous le numérique responsable et depuis quand parle-t-on de numérique responsable et est-ce que cette définition évolue ? Merci beaucoup pour l'invitation. Alors effectivement, définir ce qu'est le numérique responsable, je peux vous le faire en 10 secondes, comme je peux vous le faire à peu près en 8 heures. On va essayer plutôt de prendre la version courte. Le numérique responsable, moi j'ai l'habitude de dire que c'est finalement l'outil de réconciliation entre les urgences climatiques et sociales et la transition numérique. Aujourd'hui, le numérique responsable, c'est un objectif, c'est pas une réalité. Et il y a 2 composantes dans le numérique responsable. Il y a l'amélioration de l'empreinte économique, sociale et environnementale du numérique, ce qu'on appelle le Green IT, c'est-à-dire faire un numérique plus green, plus social, qui est plus sobre, enfin tout ça, voilà, on va essayer de diminuer l'impact du numérique, en tout cas d'améliorer l'impact du numérique, mais aussi, et s'agitième, c'est d'utiliser le numérique pour améliorer l'empreinte économique, sociale et environnementale d'autres procédés. Je prends un exemple très simple, aujourd'hui, que ce soit jumeaux numériques ou visioconférence, si ça m'évite de prendre la voiture pour venir passer 1h30 avec vous, grâce à cet outil-là qui nous permettra d'échanger, de communiquer, avec évidemment un certain nombre de lacunes et d'absence d'échange peut-être physique, mais il y a aussi des avantages. Donc vraiment, c'est ces 2 côtés, Green for IT, IT for Green, amélioration de l'empreinte du numérique, utilisation du numérique pour améliorer l'empreinte d'autres procédés. Le concept a évolué, évidemment, il est pas de la génération spontanée, hein. Il fait suite à la notion de Green IT, il est apparu on va dire au début des années 2010. Après, il a été structuré par un certain nombre d'organisations, d'associations, et pas que l'INR, il y en a plein d'autres qui aujourd'hui œuvrent pour ça. Il a été approprié par des territoires, comme la région Nouvelle-Aquitaine ou comme d'autres. Et en fait, ce sujet, finalement, est assez polymorphe et surtout doit être capable d'évoluer dans le temps en intégrant, par exemple, l'intelligence artificielle aujourd'hui, en intégrant le social, en intégrant plein de choses et en considérant, finalement, qu'il y a des sujets qui aujourd'hui sont dans le cadre de la loi et qui donc peuvent éventuellement sortir du champ d'expertise. Mais voilà, on est sur quelque chose de complet, de global, qui fait écho, hein, IT for Green, Green for IT, qui évolue et qui est capable aussi d'intégrer des nouvelles problématiques d'aujourd'hui, comme celle de l'IA ou de la blockchain ou de la crypto-monnaie. On pourra en reparler.
Donc si je reformule, si j'ai bien compris, le numérique responsable, c'est un numérique qui se veut par lui-même vertueux et sobre, mais Mhm. aussi un numérique qui peut se mettre au service d'autres activités. Absolument. Et alors maintenant, d'un point de vue des collectivités locales, quels sont les enjeux peut-être particuliers qui se posent en termes de numérique responsable pour les collectivités, de votre point de vue? Alors de mon point de vue, ce sont vraiment des enjeux qui sont protéiformes. À la fois, le numérique, et vous l'avez dit, est un outil de génération d'émissions de gaz à effet de serre, mais potentiellement un outil de diminution. C'est un outil de résilience des territoires, c'est un outil d'émancipation de la population, c'est un outil qui est utilisé par et qui doit être utilisé par beaucoup de citoyens, quasiment tous aujourd'hui, hein, depuis les écoles jusqu'à plein de déclarations. Donc en fait, c'est un outil. Déjà, c'est un outil. Voilà, déjà c'est un outil qui est transformant transformant pour les citoyens, pour les territoires. C'est pas simplement sur les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi sur l'électronisme, la fracture numérique. Quand un territoire a décidé de déployer la 5G, la 6G, on voit que il y a des conflits qui sont issus de ça. On a besoin de comprendre la trajectoire numérique de ces solutions. Donc c'est un sujet, le numérique responsable, c'est un sujet de démocratie, d'environnement, de social, d'inclusion, aussi d'exclusion. Donc pareil, hein, démocratie, antidémocratie, générateur d'émissions de gaz à effet de serre, diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous avez toujours ces deux faces du numérique qui existent sur les 3 volets, on va dire même les 4 volets que j'aime bien mentionner, les 4 P, la planète, le people, la prospérité, donc excusez-moi pour les anglicismes, l'économie, le social et l'environnemental, et puis aussi c'est une notion de sécurité. Tous les territoires se font régulièrement attaquer tous les jours et des centaines de fois par jour. Donc Alors, le numérique. oui, Vincent, sur ces 4 P, est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour y revenir et peut-être illustrer chacune de ces 4 facettes? Bien sûr. Prenons un exemple. On va commencer par le planète. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple simple. Dublin, la ville de Dublin, a décidé de retoquer l'installation d'un data center de Google parce que il n'y a pas pas assez de structure énergétique pour gérer ce data center là. Ça nécessiterait une importation de pétrole ou de gaz, et donc finalement la ville de Dublin a dit il n'y a pas assez d'énergie renouvelable, il n'y a pas assez de réseau pour être à la hauteur de nos engagements environnementaux pour gérer l'installation de nouveaux data centers. Donc on voit aujourd'hui que le numérique, au travers par exemple de l'installation d'un data center sur son propre territoire, est un enjeu fort planétaire. Sur le social, l'enjeu de formation, de montée en compétence des agents des territoires est aussi à questionner. On voit qu'il y a de plus en plus de territoires qui utilisent des outils d'IA pour générer des rapports automatiques, pour générer des arrêtés municipaux de façon automatique, etc., etc. Donc là, finalement, le métier même des agents est en train de changer, et sans compter évidemment l'appropriation des citoyens pour monter en compétence autour de cet outil qui finalement est assez magique pour beaucoup de monde. Donc on a aussi des enjeux sociaux, on a aussi des enjeux de métier. Les acteurs éco, le dev éco est évidemment au cœur de toutes les stratégies de tous les territoires. Comment est-ce que le dev éco gère ce déploiement, ce déferlement de l'IA pour éviter de perdre des emplois, des startups au profit d'autres acteurs? La notion de prospérité, c'est toujours là aussi, c'est très lié à ça finalement. Quel métier on crée? Quelle pérennité de métier on crée? Quand on travaille avec des startups, quel écosystème on peut leur proposer pour experts, accompagnement, voilà, qu'est-ce qu'on va leur proposer pour être à la hauteur de l'enjeu des territoires? Et puis la notion de protection, j'en parlais un petit peu, avec des milliers d'attaques aujourd'hui, un territoire qui sécurise mal, je ne sais pas, son réseau d'eau potable ou ses centrales d'épuration se retrouve sur les bras avec une catastrophe environnementale si d'une manière ou d'une autre ce genre d'usine
est attaqué et donc la nécessité de les protéger sont encore plus importantes. Donc voilà un petit peu quelques exemples simples sur les 4 P, mais je pourrais en prendre des dizaines d'autres. Tout ça pour mentionner qu'aujourd'hui, le numérique est un socle de base du développement People, Planet, Prosperity, Protection de l'ensemble de ces citoyens, de l'ensemble de ces entreprises et de ces organisations. Ok. Alors, j'avais une question à vous poser, mais peut-être nos invités veulent peut-être réagir ou compléter à ce niveau de la définition. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on a un peu mis sous silence les aspects ressources abiotiques, Oui. tout ce qui est minage et tout ça, avec les conséquences au niveau de la biodiversité et les conséquences en fait sociales quand c'est les enfants qui vont dans les mines et tout ça. Il y a aussi cet aspect-là. Il n'y a pas que le climat dans la vie. Il y a aussi des problématiques environnementales Donc là, graves qu'on ne voit pas en plus, parce que quand on voit l'ordinateur, on ne voit pas que c'est une conséquence. Il y a ce genre de conséquences. Mais voilà, donc là, vous évoquez finalement une partie invisible du numérique qui est qu'est-ce qui s'est passé avant que la machine n'arrive sur mon bureau, quelles ont été les ressources nécessaires à exploiter pour que je tienne ce téléphone ou cet ordinateur dans la main. C'est ce que vous appelez la partie un peu invisible de l'iceberg. Tout à fait. C'est ça ? C'est ça. Ok. Plus soyez, hein. Vous vouliez réagir, Vincent ? Non, je disais, je peux que plus soyez ce complément. Ok. Moi, j'avais une réaction, une question à vous poser avec ce premier propos introductif, effectivement, qui donne une vision à 360 degrés du numérique responsable. Ça peut peut-être un petit peu être étourdissant comme notion. Et pour une collectivité locale, peut peut-être se dire, mais ça me dépasse, tous ces enjeux-là. Le monde est interconnecté. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce questionnement, Vincent ? Alors déjà la notion de mais mon Dieu, mais il y a une capillarité de problèmes qui est juste hallucinante et voilà, et c'est juste, je sais pas par où prendre le sujet. Elle est normale, elle est justifiée, elle est légitime. Ça veut pas pour autant dire qu'on doit mettre la poussière sous le tapis en se disant moi, de toute façon d'autres géreront le problème pour moi. Ça veut juste dire qu'il faut envisager le problème du numérique responsable comme une trajectoire et dans un temps long. L'ensemble des problèmes de numérique responsable ne se résoudra pas en un mois, en 2 mois ou en prenant un internat ou un stagiaire. Ça veut dire qu'il faut effectivement décider collectivement de se lancer dans une démarche, dans une trajectoire qui n'aura jamais de fin puisque le numérique globalement lui-même, on peut l'espérer, n'aura jamais de fin. Et donc, ça veut dire que comment est-ce que je me structure aujourd'hui en fonction de mon état de maturité, de qui je suis, de quel est mon passé, quelle est mon histoire, quel est mon présent et quel est mon avenir. Comment est-ce que je fais en sorte que le numérique intègre ce récit et comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place petit à petit, sans oblitérer du tout les autres sujets, hein, l'eau, la démocratie, la citoyenneté, enfin, le grand âge, voilà, mais de rajouter dans sa façon de penser le numérique finalement comme un sujet qui n'est pas à écarter. Comment est-ce que je fais pour l'intégrer dans mon temps territorial ? Comment est-ce que je décide de dire, ben voilà, je vais bâtir une feuille de route d'un numérique plus responsable dans mon territoire pour 3 ans, 5 ans, avec des mises à jour régulières et rentrer dans un processus d'amélioration continue. Moi, c'est vraiment ça que j'ai à conseiller, c'est de l'humilité par rapport au sujet, un premier pas qui est fondamental, des décisions justifiables et justifiées qui s'inscrivent dans un récit territorial avec un processus d'amélioration continue et structuré par une feuille de route. Ok, donc en fait, si je reformule, vous proposez le numérique. Enfin, vous présentez et vous proposez que le numérique responsable soit donc un outil. Si je prends une image, cet outil pourrait être une paire de lunettes à 4 optiques avec une lentille qui vise à regarder l'aspect environnemental du numérique, une optique qui est de regarder les usagers, les gens, ceux qui le fabriquent, ceux qui le conçoivent, ceux qui l'utilisent. Une optique qui est de regarder les métiers, les impacts, l'activité économique. Qu'est-ce qu'on fait avec ce numérique ?
Et enfin, dans cette paire de lunettes, peut-être une troisième optique qui est la dimension sécurité. Sécurité du matériel, sécurité des données. On en parlera ce matin, on l'a évoqué en préparant cette webconférence, et la sécurité aussi des personnes, de leur identité numérique. Est-ce qu'on peut reformuler ainsi ? Tout à fait. On peut effectivement inclure aussi en termes de sécurité le cyberharcèlement, la sécurité des usagers. Enfin, il y a toute cette notion de protection aussi. On doit avoir un numérique qui est très protecteur. Votre idée de la paire de lunettes à 4 optiques qui à la fois regarde mais aussi est regardée est tout à fait justifiée et pertinente. Ok, merci. Je vous propose peut-être qu'on passe à la thématique suivante. Je pense que maintenant on a une vision élargie et assez juste de ce que recouvre le numérique responsable. Et du coup, je vous propose de passer à la partie suivante. Et Christophe, je te donne la main. J'enchaîne. Merci Vincent pour ces propos introductifs très 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 riches. Donc, je vais donner la parole à Jean-Paul Chiron. Je vous représente. Je rappelle que vous êtes chargé de mission innovation numérique, responsable et logiciel libre au sein de la délégation numérique de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que vous nous partagiez la vision de la région Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet-là. Est-ce qu'il existe un cadre global, un référentiel ? Est-ce qu'il y a des grands enjeux sur le sujet pour les collectivités locales de Nouvelle-Aquitaine vues de la région? Et finalement, en quoi c'est important pour la région d'encourager les collectivités à s'engager dans ce type de démarche? Ça fait beaucoup de questions. Ouais, mais c'est la même question reformulée. Et je ne suis qu'un pauvre petit chargé de mission et avec pas forcément une vision complètement complète en fait de ce que fait notre grande maison. En fait, on va repartir au départ. Au départ était Neoterra, neo-terra.fr, qui est une politique régionale en faveur de l'environnement. Qui maintenant on est à la version 2, donc qui a été reformulée en 6 ambitions que je vais vous donner. Première ambition, ressources naturelles, la biodiversité. Que vient faire le numérique là-dessus? Peut-être que le numérique peut aider à mesurer, peut aider à améliorer les choses. En numéro 2, la solidarité. C'est-à-dire que ancrer les solidarités au cœur des transitions. Ne pas oublier, un exemple, c'est ce qu'on appelle pudiquement la sobriété énergétique subie. Ne pas oublier les plus démunis dans les politiques de transition. Consomment très peu. Voilà. Ensuite, l'agriculture, ambition 3, c'est l'agriculture et l'alimentation. Comment aller vers une agriculture, aller vers la transition agroécologique. L'ambition 4, c'est l'économie. Donc, en allant vers une innovation responsable et durable. L'ambition 5, c'est la mobilité et l'habitat, donc la réduction de l'empreinte écologique de ces problématiques. Et enfin, la santé, prévenir et soigner, une approche globale qu'on appelle One Health entre animaux, nature, végétal et humain. Voilà. Donc ça, c'est la politique générale. De ça, on a fait en 2019 une feuille de route numérique responsable qui devait s'arrêter en 2022, mais bon, il y a toujours matière à progresser. Donc l'ambition, l'objectif premier, c'était promouvoir le numérique responsable et sensibiliser les différents publics de Nouvelle-Aquitaine. C'est ce qu'on essaye de faire ici. Même en 2024, il y a encore de quoi faire. L'objectif 2, c'est de développer une filière numérique responsable et ouverte. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire, entre autres, avec le pôle de compétitivité Hunter, mais pas que. L'objectif 3, c'est fédérer les initiatives régionales et développer des écosystèmes innovants pour une filière régionale numérique responsable. C'est ce que l'on fait avec
un dispositif qui s'appelle Innovation numérique responsable, entre autres, mais pas que. Et en fait, en objectif 4, c'est faire de la Nouvelle-Aquitaine créatrice de valeur en devenant exemplaire, un territoire numérique responsable, en étant une administration exemplaire. Et comme nul n'est prophète en son pays, on a encore des marges de progression, Donc, surtout vis-à-vis de mon voisin. non, mais donc, moi, ce que je retiens là de votre premier propos, d'abord, c'est qu'avec Neoterra, comme l'a dit Vincent Courboulet en introduction, c'est qu'on a un sujet qui est ultra transversal et qui fait écho aux 6 axes de la stratégie Neoterra. Et que par ailleurs, juste après Neoterra 1, vous avez élaboré une feuille de route sur le numérique responsable. Donc du coup, je vous propose qu'on déroule le fil. Comment aujourd'hui vous mettez en œuvre cette politique, cette feuille de route du numérique responsable? Quels outils vous déployez d'animation, de financement pour faire en sorte que cette stratégie se diffuse dans les territoires de la région Nouvelle-Aquitaine? Alors, je vais essayer de ne pas en oublier, mais c'est assez difficile. Enfin, je vais en oublier forcément parce que moi j'ai une vision de ma petite place et en fait c'est quelque chose qui est plus global à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut commencer par oui, le programme ambassadeur du numérique responsable, qui est un programme de formation pour aider des décideurs du secteur public ou du secteur privé à rédiger le schéma directeur numérique responsable de son entité. Ça, c'est une formation qui a été co-créée avec l'INER, l'Institut du numérique responsable que Vincent connaît bien. Et on en est à la 3e session et l'idée, c'est d'avoir des ambassadeurs répartis un peu partout en Nouvelle-Aquitaine qui vont promouvoir sur leur territoire en fait le numérique responsable et qui vont aussi faire basculer leur entité, qu'elle soit publique ou privée, vers plus de numérique responsable, une prise en compte du numérique responsable. Cette formation s'adresse à tout type de public? À tout type de public qui est en mode décideur, qui est en capacité de décider pour son organisation. Entreprises, associations, collectivités. Voilà, tout à fait. Et on espère que on va disséminer cette formation à l'ensemble de la France et peut-être au-delà. Avec l'INR, il y a un groupe de travail qui s'occupe de ça et on espère que ça va sortir bientôt. Donc on peut parler quand même d'une expérimentation un peu régionale. C'est en Nouvelle-Aquitaine que ça a démarré avec une logique d'essaimage. Tout à fait. Okay. Et d'ailleurs, c'est aussi un réseau apprenant. Et dans ce cadre-là, jeudi prochain, il y a un webinaire, on fera passer le lien, je pense. Il y a un webinaire sur les achats responsables. Je pense que ça va intéresser. Donc c'est cette semaine, c'est jeudi 19. De 13h15 à 15h. Voilà. D'autres outils pour déployer votre stratégie? Il y a un autre outil qui est stratégique, c'est le pôle Hunter. Je ne me rappelle plus l'acronyme, mais c'est pas grave. Si je l'ai, non, je l'ai pas. En quoi? Excellence, le pôle de compétitivité Enter. Donc Enter, E-N-T-E-R. L'acronyme, c'est Excellence numérique au service des transitions environnementales et responsables. Alors en quoi consiste ce pôle? C'est quoi la philosophie, même si en fait, on démarre à peine, en gros, Vincent l'a défini. C'est IT for Green et Green for IT. Voilà, il y a 2 ambitions. La première ambition, c'est améliorer le numérique via des projets innovants, parce que c'est le principe d'un pôle de compétitivité, c'est de faire des projets innovants, des projets collaboratifs innovants. Donc, première chose. Seconde chose, utiliser le numérique pour les différentes transitions écologiques, énergétiques, sociétales, et toujours sur un aspect innovant. Et comme on parle de numérique responsable, il y a aussi une fonction de sensibilisation au numérique responsable. Alors, ce pôle a été créé au mois de juillet.
Il y a déjà une gouvernance, il n'y a pas encore de salariés, il y a une mise à disposition d'une partie des fondateurs de personnel. Et normalement, la première embauche, ça devrait être quelqu'un qui va s'occuper de sobriété numérique et de diffuser ça sur l'ensemble du territoire avec différents relais. Et je pense que PQINA en fera partie. Ok. Et vous pouvez suivre l'actualité du pôle de compétitivité sur leur page LinkedIn. On va vous mettre les références dans le fil de discussion. D'autres outils pour déployer la stratégie? Alors, ce dont j'ai parlé aussi, c'est l'appel à projet innovation numérique responsable, où là, on est en fait, c'est le même objectif que Hunter, c'est utiliser le numérique en vue des transitions et optimiser le numérique. On a par exemple une entreprise qui s'appelle Quantique, qui développe qui fait de la diffusion de vidéos, mais comme elle le fait en pair à pair de manière transparente, on diminue de 50% les consommations data center globales. Donc c'est quand même un intérêt sans rien faire entre guillemets. C'est pas mal. Voilà, c'est un des exemples d'entreprises qu'on peut aider. Alors, c'est ouvert aux entreprises, ça peut être ouvert aussi à des collectivités, des associations, des collectivités territoriales qui ont des projets innovants. Je sais qu'il y en a dans l'auditoire, donc voilà, je leur fais un petit coucou, Marie-Hélène. Ensuite, donc c'est un appel à projet permanent. C'est un appel à projet permanent. Il n'y a pas de date butoir pour le moment. Non. Okay. Il y a une petite particularité, c'est que l'aide est plafonnée à 50% du budget, du coût total, sauf si on fait du logiciel libre ou si on fait du commun numérique, où là on peut aller jusqu'à 60%. On a voulu faire un petit appoint pour les gens qui travaillent pour l'intérêt général. Est-ce qu'on a d'autres outils d'animation, d'accompagnement, de réseau? Alors, on ne l'a pas encore, mais on va l'avoir bientôt. Je suis en train de regarder mes notes, mais bien sûr, j'arrive pas à les retrouver. On va, la région, donc c'est pas notre service, le service formation, qui va mettre en place un dispositif qui s'appelle HSP. Voilà. Habilitation de service public. Donc ça va être une formation. Voilà. Vous nous expliquer. C'est une formation qui va aider les publics qui sont éloignés de l'emploi à se former au numérique. Donc c'est une action en faveur de l'inclusion numérique qui fait partie aussi du numérique responsable. Okay. Et vous nous indiquiez que ce dispositif allait être validé prochainement en délibération. Allait être voté par les élus, donc c'est bon, je vous le dis un peu en avance de phase. Mais... Merci pour le scoop. C'est à l'ordre du jour de la plénière du 30 septembre et on espère. Enfin, on suppose on espère. On suivra ça. C'est ça. Alors du coup, moi ma question c'est, on a bien vu l'enjeu transversal. Vous êtes dans une délégation dédiée au numérique, mais bon, la région est une grande boutique. Comment on fait pour porter cette thématique de manière transversale avec un pôle qui s'occupe des transports, un pôle, vous parliez de formation, d'insertion, d'emploi, d'aménagement du territoire. Comment vous arrivez à porter ce sujet-là et à faire que cette thématique se diffuse dans tous les modes de faire de la région et notamment dans les règlements d'intervention? Alors, on a l'habitude en fait de travailler en transversal. Quand on est dans le numérique, normalement, on doit travailler en transversal. Bon, après, on n'est que des humains, donc forcément, ça marche plus dans certains secteurs que dans d'autres. Un exemple, c'est qu'on a mis en place un appel à projet qui s'appelle Vititech, qui est une aide pour les viticulteurs pour tester en fait les solutions numériques et ou robotiques en vue de la transition agroécologique, pour les aider à faire passer le pas là-dessus. Et donc voilà, on est dans le IT for Green. Donc ça, on doit le faire un peu partout. On a aussi
maintenant au sein de la région des éco-conditionnalités, des éco-socio-conditionnalités. C'est-à-dire que les aides sont conditionnées à des actions éco-sociales et écologie plutôt qu'économie. Donc le numérique responsable fait partie des choses qui peuvent être rajoutées dans Les conditions. Dans les conditions, que ce soit l'égalité hommes-femmes, les problématiques d'inclusion. Voilà, ça fait, petit à petit, les dispositifs prennent en compte ces éco-socio-conditionnalités. Okay. Même si c'est pas facile parce que on n'est pas habitué. Voilà, ça prend du temps, il y a des cultures à transformer, à la fois en interne, mais aussi auprès du public, de ceux qui peuvent répondre à ces appels à projets. Mais comme le disait Vincent tout à l'heure, on est dans un process, et ces éco-socio-conditionnalités sont là pour accompagner le changement de tous, quoi, les représentations qu'on a. Tout à fait. D'accord. En préparant ce plateau, vous nous partagiez deux prochains rendez-vous qui allaient arriver sur les achats responsables et puis sur une journée organisée à La Rochelle. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot? Non, je vais demander à Vincent d'en parler. Ah, alors, sur la journée à La Rochelle, oui, mais sur le webinaire achat responsable alors, le webinaire achat responsable, c'est un webinaire qui est dans le cadre, en fait, on fait des webinaires tous les mois, sauf en été, dans le cadre de la communauté apprenante des ambassadeurs du numérique. C'est ouvert à tout le monde. Et on fait intervenir, en fait, un spécialiste du secteur, un ou plusieurs spécialistes du secteur, pour parler d'un sujet qu'on a décidé auparavant. Et là, quand on dit achat, c'est aussi bien achat privé que marché public, oui. Tout type d'achat. Oui. Ok, je le rappelle parce qu'effectivement là, ça peut intéresser les collectivités locales qui sont présentes avec nous ce matin. Et donc sur la journée à La Rochelle, vous passez le ballon ovale à Vincent. Oui, parce qu'ici c'est La Rochelle, faut le savoir. Bon, d'accord, on a encore perdu contre Toulouse, ok, ça. Oui, alors la journée, en fait, c'est une journée qui est pilotée dans le cadre d'un programme national des interconnectés. Donc c'est le regroupement des territoires et plutôt avec un spectre numérique avec Céline Colucci en DG. L'idée, c'est d'avoir une journée centrée justement sur le numérique responsable avec des propos introductifs, avec des ateliers qui vont essayer de couvrir justement le spectre People, Planet, Prosperity, mettre en avant des expérimentations, mettre en avant des outils, mettre en avant des gens, mettre en avant des territoires, et puis d'en faire une journée utile, utilisable et utilisée, pour paraphraser ceux qui connaissent la notion des 3 U. Donc voilà, ça va être une journée le 21 novembre. On travaille aujourd'hui, il y a déjà eu 3 réunions du comité de pilotage. Moi, je fais partie du comité de pilotage. Bien évidemment, normalement, si tout va bien, on a prévu le beau temps. Et puis des intervenants de qualité et passionnants, comme dans tous les journées experts des intercos. Donc n'hésitez pas à venir, c'est gratuit, et évidemment à La Rochelle, vous serez toujours bien accueillis. Et donc il est bien rendu. Il est toujours possible de s'inscrire? Oui, alors j'étais en train de récupérer le lien. On en a mis un sur. Oui, c'est celui-là, parfait. événement.interconnecté.com. Voilà, une journée pour s'informer, débattre et échanger avec vos homologues. Super. Merci Vincent. Avant de passer à la 3e partie, Jean-Paul, vous souhaitiez rajouter un élément sur les outils de la région? Oui, parmi, justement, j'en ai oublié forcément, puis j'en ai oublié d'autres. C'est pas grave. On a fait une étude en fait sur les D3E en Nouvelle-Aquitaine. La répartition, quels sont les gisements, où ils sont. Donc, elle n'est pas encore publique. Vous pouvez préciser ce que c'est les D3E? Les déchets électroniques, après les 2 autres E. Voilà. Déchets d'équipements électriques et électroniques. Voilà, merci c'est ça. Vincent. Et là, on parle des D3E plutôt numériques, hein. Pas les machines à laver, des choses comme ça. Des grands chiffres, il y a environ, l'étude a montré qu'il y a environ 480 tonnes de D3E qui ont été reconditionnés
en Nouvelle-Aquitaine. Ok. Et que, en fait, 49% va aller vers les entreprises, en B2B ou les collectivités. 47% va aller aux particuliers et 5% vont être donnés à des associations pour l'inclusion numérique. Voilà. Donc ça signifie qu'il y a déjà sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine une filière active Il y a qui 27 reconditionne. 27 organismes reconditionneurs. Après, si on parle des réparateurs, il y en a plus de 1800 ou quelque chose comme ça. Okay. Mais bon, on publiera l'étude dès que toutes les virgules seront bien validées. Okay. Je crois qu'on peut déjà, il y a un site portail qui fait déjà un premier état des lieux. On essayera de vous mettre aussi la référence justement de cette cartographie des acteurs de la filière du reconditionnement, parce que c'est un sujet qu'on va aborder aussi avec vous, Fabien, dans un instant. Nous vous proposons maintenant d'entamer la troisième et dernière partie de ces webinaires avec vous, Fabien. Fabien, je rappelle que vous êtes directeur informatique de la communauté de communes Marennes, Adour, Côte-Sud, dans les Landes. Et nous vous avons invité car vous avez une expérience de plusieurs années sur le numérique responsable. Et aujourd'hui, les communautés de communes avec plusieurs années d'expérience, vous n'êtes pas aussi nombreux que ça. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. Et l'idée, c'est vraiment sur ce temps de pouvoir aborder concrètement les actions que vous avez mis en œuvre. Qu'est-ce qui a fait que ça a démarré ? Qu'est-ce qui vous a aidé ? Quelles ont été les difficultés ? Voilà un petit peu les thèmes qu'on va aborder avec vous. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça a commencé ? Alors, la communauté de communes Marennes, Adour, Côte-Sud a depuis très longtemps un lien un peu particulier avec le numérique. En 2012, la communauté de communes commençait à équiper, par exemple, les élèves des écoles primaires, les classes de CE2, CM1, CM2 avec un iPad, mettait à disposition des à peu près 200 enseignants des écoles primaires un ordinateur portable et un tableau numérique interactif. Donc, on a toujours eu un lien assez fort avec le numérique. Et en 2019, donc, comme le disait tout à l'heure les Jean-Paul et Vincent, la région a mis en place la charte Néoterra. Et notre président de l'époque et président actuel, Pierre Fousteil, était alors élu régional et a participé à l'élaboration de cette charte Néoterra. Et la communauté de communes Max a été un des premiers, si ce n'est le premier signataire de la charte. Notre territoire était aussi à l'époque territoire TEPOS, donc territoire à énergie positive. Et dans tout ce contexte, la direction des systèmes d'information que je dirige, mes collaborateurs et moi, nous sommes posés la question, mais comment nous pourrions apporter notre pierre à l'édifice ? On a bénéficié à ce moment-là d'une formation faite par un expert du numérique responsable, Frédéric Bordage, pour 7 collaborateurs de la DSI, collaborateurs qui ont alors passé la certification de l'INR. Et au cours de cette formation, il y a eu, si je puis dire, une prise de conscience de la part des techniciens du système d'information. Techniciens du système d'information, ce sont chez nous des informaticiens, mais ça va aussi être des géomaticiens au sein du pôle SIG de la direction des systèmes d'information, et ça va être aussi des collaborateurs, entre autres des escales numériques qui est un dispositif au sein de la direction des systèmes d'information, qui est là sont 4 formateurs qui sont là pour former, sensibiliser le grand public par le biais de formation aux outils numériques. Et aujourd'hui, le dispositif a un peu évolué puisqu'on forme aussi les agents territoriaux et les élus du territoire. Donc tout ce panel d'acteurs de la DSI, après la formation, s'est dit qu'en fait, effectivement, nous avions notre rôle à jouer. Nous avions une pierre à apporter à l'édifice. Ça a commencé, je dirais, de façon
underground. On a regardé aussi qu'est-ce que nous on pouvait faire techniquement, jouer sur tel ou tel sujet. Nous en avons fait part à notre président, donc Pierre Fausteil, au directeur général des services chez nous, Guillaume Baudouin. Et on a commencé à porter, à intégrer ces problématiques-là dans les projets. Et lors des dernières élections, la direction des systèmes d'information et plus globalement le numérique a eu l'opportunité d'avoir une vice-présidente en charge du numérique, Frédéric Charpenel, qui aujourd'hui est élu régional. Et du coup, le projet, la portée a pu être un peu plus vaste sur ce sujet-là, sur le sujet du numérique. Et ça a plus ou moins coïncidé en fait avec la crise sanitaire. Crise sanitaire qui a eu, je suis désolé pour le terme, une vertu pour nous, c'est que de façon globale, les gens se sont rendus compte de l'ubiquité du numérique et de leur ubiquité numérique. Alors, ce que j'entends par là, c'est les gens se sont rendus compte, à mon sens, que l'ubiquité du numérique, c'est-à-dire le numérique est partout, vraiment partout, et leur ubiquité numérique, le numérique leur permet d'être partout. En même temps, si je peux prendre l'exemple des influenceurs, en même temps qu'ils vont faire la cuisine chez eux, ils sont aussi sur Internet et donc ils sont aussi dans le foyer des autres personnes. Donc, concept, l'ubiquité du numérique et l'ubiquité de leur numérique, qui est un terme inventé par un sociologue américain qui est Latawak. Mais en fait, ça a permis du coup de faire reprendre conscience et aux collaborateurs et aux habitants du territoire et aux élus de l'importance du numérique, de la transversalité, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, des outils numériques. Et à partir de là, donc, on a eu un portage politique beaucoup plus important, beaucoup plus prégnant, beaucoup plus présent, qui fait qu'aujourd'hui, on a pu au fur et à mesure déployer, développer une stratégie, une politique de numérique qu'au départ, on nommait numérique responsable. Aujourd'hui, on a revu un peu le terme. Le terme a évolué chez nous. Ça reprend le concept dont parlait tout à l'heure Vincent, les 3 U, c'est-à-dire en numérique utile, utilisé et utilisable. Nous, aujourd'hui, on parle plutôt maintenant de numérique utile. Ok. Et, Vincent Courboulet, tout à l'heure, nous expliquait la vision avec les 4 P. Quand vous avez démarré il y a 5 ans, j'imagine que vous n'avez pas commencé par traiter les 4 P en même temps. Est-ce qu'il y a un P que vous avez traité en priorité? Parce que il faut bien à un moment donné prioriser. Comment se sont faits ces choix-là? Alors, les choix au début se sont faits, on pourrait dire, de façon opportuniste ou opérationnelle. Encore une fois, il a fallu que nous, à la direction des systèmes d'information, en 2019, on s'approprie le sujet. On reste une petite collectivité, 70 000 habitants, 23 communes. On a eu beaucoup de mal, lorsqu'on s'est lancé dans cette démarche en 2019, à trouver des équivalents de structures comme la nôtre qui avaient, si je puis dire ça comme ça, de telles ambitions. Donc on s'est construit nous-mêmes au fur et à mesure en regardant sur quoi on pouvait jouer. Pardon. Des sujets qui peuvent être comme le fait de conserver du Wi-Fi allumé en permanence. On s'est aussi rendu compte, fort de notre expérience, que un sujet comme celui-ci, si on le prenait uniquement sous un axe environnemental, c'est-à-dire une simple consommation énergétique, et quand je dis ça, il ne faut pas avoir un côté péjoratif, on avait du mal à faire infuser cette notion-là, à faire notamment prendre la mayonnaise avec nos utilisateurs, avec nos usagers. Donc on a beaucoup travaillé aussi au fait de désiloter cette notion de numérique responsable en expliquant que si on éteint effectivement le Wi-Fi la nuit et le week-end, puisque nos collaborateurs sont absents, certes, on va avoir des impacts environnementaux, moins de consommation énergétique,
Potentiellement, on va allonger la durée de vie des équipements. Mm. Mais en plus de ça, cela va jouer, cela va favoriser, on retombe sur ce que disait tout à l'heure Vincent, la cybersécurité. Puisque durant la nuit et le week-end, par conséquent, on va réduire la surface d'attaque, de cyberattaque des infrastructures de la communauté de communes. Ok. Donc, on a vraiment monté le sujet, cette thématique, au fur et à mesure, et clairement, à l'origine, par opportunisme. Et vous rappeliez qu'il y avait 23 communes Ouais. dans votre communauté de communes. On a compris qu'il y avait un portage par un élu, mais il faut embarquer, il faut expliquer, il faut convaincre, il faut motiver, j'imagine, l'ensemble des élus communautaires. Comment s'est passé cet embarquement collectivement? Alors, Parce que ça a démarré, comme vous le disiez, par vous et une poignée d'agents. Et on voit bien qu'il y a eu cet essaimage qui s'est fait. Mais donc, comment vous avez réussi justement à embarquer toutes les équipes, agents et élus? Alors aujourd'hui, la compétence, puisque au sein de la direction des systèmes d'information, qui est composée de 22 personnes, 10 personnes font l'objet d'un transfert de compétences de la part des communes. Les communes nous ont transféré une compétence informatique. Donc il y a 10 personnes au sein de la DSI qui sont là pour accompagner les communes dans l'achat de matériel, la mise en place de matériel. Donc ces 10 collaborateurs-là, au quotidien, accompagnent les communes dans le choix de matériel, dans la mise en place de certains dispositifs. Donc ça, c'est le côté opérationnel. Ensuite, les escales numériques, donc les 4 formateurs dont je vous faisais part, qui forment et des agents des communes et des élus, ont revu aussi l'intégralité des modules de formation proposés, que ce soit toujours pareil au grand public, aux élus, aux agents territoriaux, ont revu les modules de formation et à la fin de chaque module, ça peut être un module sur l'utilisation d'une boîte mail, l'utilisation d'Internet, la réalisation de tableurs avec Excel ou des logiciels libres, avec les outils bureautiques en général. On rajoutait à la fin de chaque module 10 minutes de sensibilisation au numérique. Donc, quoi qu'il arrive, toutes les formations que nous dispensons par le biais de ce dispositif-là apportent à la fin une sensibilisation en disant, et c'est un choix politique, si je puis dire ça comme ça, courageux, à mon sens, de dire on vous forme, on vous accompagne au numérique, on met en place des stratégies numériques, on met en place des dispositifs numériques, mais derrière, ce qu'on fait, on est conscient qu'il y a des limites. On est conscient que cela a des impacts qui, eux, peuvent être, dont on peut discuter. Et comme ça, en fait, la mayonnaise a pris, la culture se infuse au fur et à mesure. Donc, vis-à-vis des agents, donc les 400 agents communautaires, il y a eu un programme de formation spécifique numérique responsable. Non, alors. Intégré dans les différents modules de formation. Alors, intégré dans les différents modules de formation, on est parti du principe que cette sensibilisation ne devait pas être obligatoire pour être sûr d'avoir une adhésion et de faire du participatif. Ce mois-ci, par exemple, on a monté un partenariat avec le SIDCOM, donc un syndicat de collecte des déchets sur notre territoire, et avec Écosystème. Au sein de la communauté de communes, on a mis en place une collecte de smartphones. Et les collaborateurs de la communauté de communes peuvent nous ramener le matériel, les smartphones, mais aussi les tablettes, qui traînent dans les placards chez eux. Et c'est nous qui allons nous occuper, en fait, de le transférer au SIDCOM et à Écosystème. Voilà, pour aussi créer de l'animation au sein de la collectivité sur ces sujets-là. Et on le fait avec d'autres sujets. Donc ça, c'est l'événement du mois. Mais cette semaine aussi, on a un dispositif qui vaut ce qu'il vaut sans faire de greenwashing. C'est aussi pour nous des canaux de sensibilisation auprès de nos utilisateurs. Mais on a un petit challenge cette semaine entre les différents services de la collectivité
qui consiste à faire le grand ménage dans les boîtes mail. Avant l'été, on a fait un petit challenge sur une journée, par exemple, toujours pareil, tous les services sont en compétition, mais c'était une journée sans mail. Pas de boîte mail, les boîtes mail restaient accessibles, histoire quand même de pouvoir assurer une continuité et de traiter les urgences, mais les services étaient amenés à ne pas utiliser ou à utiliser le moins possible les messageries, aussi pour se rendre compte qu'elles peuvent éventuellement faire des choses sans avoir recours au numérique en permanence. Ok. Donc, pour essayer aussi d'essayer de voir quels sont les enseignements que vous avez pu tirer de ces 5 années, quelles ont été les objections peut-être ou les freins, les inquiétudes? Quelles ont été peut-être les inquiétudes qui vous ont été exprimées par les élus ou par les agents? Et comment vous y avez répondu? Je vais me baser sur un exemple qui me surprend personnellement et qui en fait est tiré d'une erreur que nous avons commise à la DSI pour favoriser, on va dire, le bien-être de nos collaborateurs. On les a pendant très longtemps tous équipés avec 2 écrans. Donc cela faisait beaucoup d'équipements, sachant que la majorité de l'impact environnemental du numérique, c'est le matériel des utilisateurs finaux. Et donc, le fait qu'ils aient ces 2 écrans-là, pour nous, c'était une habitude. Et lorsqu'on a souhaité, on va dire, revenir en arrière, c'est-à-dire repasser à un écran, on a eu beaucoup de levées de boucliers, des agents qui nous disaient oui, mais je vais perdre en confort de travail. On a plusieurs agents qui sont venus, donc on a eu beaucoup de mal à faire accepter la mesure. Elle était quand même assez peu appliquée, suivie. On a plusieurs agents qui sont venus donc se former dans les ateliers qu'on organisait, qui ont suivi des petits challenges dont je vous parlais précédemment. Et en fait, au fur et à mesure, les agents ont commencé eux-mêmes à nous ramener le 2e écran sans qu'on ait rien demandé. En prenant conscience que peut-être que leurs habitudes de travail, leur confort de travail n'allait pas être si chamboulé que ça. Et en fait, ils ont éteint d'eux-mêmes le 2e écran pour voir ce que ça donnait. Ils se sont rendus compte que l'impact n'était pas si important que ça. Et d'eux-mêmes, voilà, certains ont ramené leur 2nd écran. D'accord. Voilà. Et c'est clairement quelque chose auquel nous, on ne s'attendait pas. Voilà, les premiers, quand on les a vus arriver avec le 2e écran sous le bras en nous disant en fait, j'en veux plus, j'en ai pas besoin, je sais faire sans. Voilà, ça a créé, ça a fait un peu boule de neige sur certains sujets. Bon, ça montre que finalement, on peut modifier les pratiques, on peut changer, mais qu'il faut du temps, et que parfois il n'y a même pas besoin du bâton et de la carotte, parce que si je comprends bien, vous n'avez pas eu besoin d'avoir 1000 explications, ils ont compris à l'usage en quelques mois que on pouvait faire autrement. Quelques années. mais la notion de temps, elle est hyper importante. Tout à fait. Suivant les enjeux, on peut régler des choses en 6 mois, parfois c'est en 5 ans. Tout à fait. Et que finalement, il y a des freins qu'on peut lever sans forcément investir beaucoup sur l'explication. C'est l'expérience qui montre que c'est possible. Tout à fait. J'aimerais revenir sur un point que vous avez cité à l'instant, c'est-à-dire l'impact du matériel. C'est vrai que l'impact environnemental du numérique, 80%, c'est à cause du matériel. Et on évoquait en préparant ce webinaire 2 sujets que vous m'avez partagés qui m'ont surpris, et j'aimerais qu'on puisse en reparler par rapport à ce matériel. C'est l'aspect de pouvoir acheter du reconditionné. Et là, je vois que il y a quelques limites auxquelles vous vous confrontez aujourd'hui. Et puis, sur le volume aussi d'achat, on parlait d'achat responsable, et tout à l'heure en préparant ce webinaire, vous nous disiez, nous on a des volumes parfois qui nous permettent pas, des volumes modestes, qui nous permettent pas forcément de faire ce qu'on voudrait en termes de valeur et d'éthique. Vous pouvez nous partager ces 2 expériences-là? Sur l'achat de matériel reconditionné, alors c'est en plus de ça une des directives de la loi Rennes. Et la loi Rennes, on pourra en discuter longtemps, mais
Il y a des marges de progression. Il y a des marges de progression dans cette loi. Il y a effectivement la nécessité aujourd'hui pour réduire l'impact environnemental de faire de l'achat de matériel reconditionné. La stratégie pour des structures comme la nôtre est un peu compliquée. Donc, 400 collaborateurs au sein de la communauté de communes, dont environ 150 auxiliaires de vie. Donc, elles sont surtout sur des smartphones, mais lorsqu'on achète du matériel, lorsqu'on souhaite acheter du matériel reconditionné, bien souvent, on est sur des volumes relativement modestes. Et à plusieurs reprises, lorsque nous avons contacté des fournisseurs, notamment les fournisseurs avec qui nous avons nos marchés publics actuels, et lorsqu'ils ont été rédigés il y a 4 ans et demi, 5 ans, ils vont prendre fin dans les mois à venir, donc on le traitera, mais la notion de matériel reconditionné n'était pas aussi prégnante à l'époque. Bien souvent, on nous répond « Oui, mais vous souhaitez acheter 20, 30 ordinateurs portables reconditionnés. Moi, j'en ai 1000 en stock, mais j'ai un lot de 1000. Et je sais que ce lot de 1000, je vais réussir à le vendre. Donc, je ne vais pas m'embêter à créer une multiplicité de petits lots. Ça va me demander du temps, de l'argent, de l'investissement, alors que les 1000, ils partiront. Donc, la commande de 20 ou 30 que tu souhaites me passer, je ne l'honorerai pas, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, on a du mal, dans une collectivité comme la nôtre, à s'approvisionner en matériel reconditionné. Alors, est-ce que la solution, c'est de trouver des fournisseurs qui fonctionnent avec des volumes moindres, ou au contraire, s'associer avec d'autres acheteurs pour atteindre des volumes supérieurs? Comment vous solutionnez ce problème? On solutionne aujourd'hui en faisant du bricolage. C'est-à-dire? Non, mais on est rentré dans... alors, ça a une vertu, hein, le fait qu'on nous fasse ces réponses-là, c'est que du coup, on répare nous-mêmes beaucoup plus le matériel qu'avant. On a trouvé, par exemple, sur les tablettes des élèves, les 2500 tablettes des élèves, un réparateur local, une petite structure locale qui nous fait de la réparation. Là où avant, très sincèrement, c'était au final plus cher, et ça le reste, plus cher de réparer que d'acheter du neuf sur ce matériel-là. Mais aujourd'hui, on a pris le parti de le réparer, d'autant plus que ces coûts de réparation sont autofinancés par les économies qu'on fait à côté en mettant en place du numérique responsable. Donc, on le fait, on s'en sort. On trouve des fonctionnements, on est un peu moins regardant peut-être sur la qualité, en sachant que la durée de vie de ce matériel reconditionné ne sera peut-être pas de 4 ou 5 ans, mais peut-être que de 3 ans. Voilà, on s'adapte. Clairement, sur ce sujet-là, on s'adapte, mais on intégrera dans les marchés publics que l'on va rédiger, parce qu'encore une fois, ils prennent fin dans les mois à venir, des clauses beaucoup plus prégnantes, voire imposant les réponses à nos marchés publics sur ces thématiques-là. D'accord. Ce bricolage de court terme a quand même quelques vertus. C'est que vous faites travailler, je ne sais pas si c'est un artisan, un opérateur, il y a un petit marché local, on crée de la richesse dans le territoire, c'est quand même assez vertueux. Sur ce sujet-là, ça nous a permis effectivement de créer une richesse locale avec du développement économique. C'était un petit opérateur, alors on n'a pas la prétention d'être à l'origine de la chose, mais avant qu'on mette en place ce dispositif-là, il travaillait seul. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 2,5. Encore une fois, on n'a pas la prétention, c'est pas Max, la communauté de communes, qui lui a permis de passer de 1 à 2,5. Mais vous y contribuez. On a un peu contribué à la chose. Oui, je voulais prendre une question du fil de discussion. C'est Pascal qui réagissait sur le témoignage des doubles écrans que vous avez voulu réduire. Mais du coup, la question, c'était la dimension consommation de papier. Parce qu'on est derrière son ordi, mais aussi on peut envoyer beaucoup d'impressions. Comment vous avez géré ce sujet-là? Sur la consommation de papier, on a mis en place des dispositifs. Donc la communauté de communes, depuis 2019, participe tous les 2 ans à un benchmark national pour mesurer l'impact environnemental de ces outils numériques. C'est là un des sujets où la loi Rennes pourrait être par exemple revue. On nous demande de réduire l'impact environnemental de nos outils numériques, mais qu'est-ce que c'est que les outils numériques d'une collectivité?
dans ce calcul-là? Est-ce qu'on prend que l'impact environnemental du numérique, des outils qu'on met à disposition de nos collaborateurs, ou est-ce qu'on prend aussi l'impact environnemental du numérique, des politiques publiques que Max porte en faveur du numérique, c'est-à-dire les tablettes qu'on met à disposition des enfants? Nous, dans notre quotidien, collectivité, ça nous apporte rien. Par contre, on apporte un service à nos habitants. Donc, dans le cadre de ce benchmark, cette année, on a eu les résultats il y a quelques mois. En 2 ans, Max a encore baissé l'impact environnemental de ces outils numériques de 12% en 2 ans, notamment sur le sujet de la consommation papier. On a fait beaucoup de travaux aujourd'hui, par exemple, et c'est un des déclencheurs aussi de cette logique-là, c'est la mise en place du télétravail. De mémoire, vous avez 19% des impressions dans les structures françaises qui finissent à la poubelle dans le quart d'heure. On avait notamment des collaborateurs qui faisaient du télétravail, qui imprimaient depuis chez eux. Ils imprimaient, ils revenaient 2 jours après, ils avaient oublié, ils réimprimaient, etc., etc. Donc, on a mis en place des dispositifs de rétention sur le papier. Dorénavant, le collaborateur doit être en face du copieur pour déclencher l'impression. C'est une des mesures parmi tant d'autres. Et pour... Excusez-moi, Jean-Paul, vous vouliez réagir? Oui, juste un petit truc. Impression n'égale pas forcément le diable. Il y a une étude qui a été faite sur la Poste, je crois, qui montre que dans certains cas, il vaut mieux imprimer plutôt que d'avoir l'écran tout le temps allumé. Voilà. Ça dépend un équilibre. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci de cette précision. Donc, on a réduit l'impact environnemental de nos impressions grâce à ce dispositif-là, mais sur les impressions, on a été un chouïa plus loin du coup. Et ça a donné lieu aussi à un des petits challenges dont je vous faisais part, c'est que une étude européenne même montre que si vous imprimez avec de l'encre avec une profondeur de noir de 85%, c'est-à-dire du gris très foncé, vous allez réduire la consommation d'encre de l'ordre de 37%, et l'œil humain ne pourra pas voir la différence. Donc, on a réglé certains des logiciels métiers, des copieurs, sur la gestion de cette intensité de gris. Donc, on a fait des essais, on a imprimé plusieurs feuilles qu'on a distribuées dans les services, essayé de nous dire lequel est du noir, lequel est du gris, personne n'était capable de le voir. Bon, voilà, on a aussi travaillé à une acculturation par le jeu. Et on a aussi eu, sur le sujet des impressions, de grandes discussions autour de qu'est-ce que c'est que du papier blanc, qu'est-ce que c'est que du papier recyclé, puisque le papier blanc a un impact environnemental beaucoup plus important, mais dans les textes, il était nécessaire pour les collectivités d'imprimer les arrêtés, les décisions, tous les documents sur du papier blanc. Donc de grands débats philosophiques, juridiques sur est-ce que le papier recyclé est du papier blanc ou n'est pas du papier blanc. D'accord. Et grâce en fait à tous ces travaux qui sont collaboratifs, qui nécessitent la participation de tous les services chez nous, on a réduit drastiquement les impressions chez nous. En tout cas, l'impact environnemental des impressions chez nous. Donc là, les différents témoignages que vous avez partagés avec nous, moi je retiens réparation, achat de reconditionnés, augmentation de la durée de vie, réglage des appareils pour moins consommer et d'énergie et de consommables. Donc la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est est-ce que le numérique responsable, ça fait faire des économies aux collectivités? Je ne saurais pas vous dire si ça fait faire des économies, mais en tout cas, nous, ça n'a pas augmenté les budgets à ce niveau-là. Puisque les travaux que nous avons faits, que nous faisons, nous permettent en fait de financer d'autres sujets autour, toujours pareil, de cette thématique-là. Si on consomme moins de papier, si on consomme moins d'encre, on va réduire le coût sur ces lignes budgétaires-là. Et à côté de ça, on peut les réinvestir, les réintégrer sur d'autres sujets. D'accord. Donc là aussi, il y a un cercle vertueux. Tout à fait. C'est-à-dire que la sobriété, finalement, nourrit la sobriété. Exactement. Ok. Donc c'est intéressant. Si je peux me permettre. Oui, Vincent. C'est toujours rigolo cette notion de on fait des choses pour la planète, pour le social ou pour la sécurité, etc. Et finalement, l'indicateur
clé qu'on prend systématiquement, c'est celui de l'argent. Et là, on fait tout ça, évidemment, que ce soit les territoires ou qui vous voulez, mais c'est toujours intéressant de voir que même sur des sujets socle de base, environnement social, l'indicateur reste l'argent, enfin très souvent, parce qu'on a entendu qu'on créait de l'emploi, on a entendu parler d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est vrai qu'on a toujours ce biais de dire, ok, quel que soit le sujet, l'indicateur phare reste celui de l'argent. Et c'est vrai que si on pouvait un petit peu ouvrir le scope, et ça je dis ça pour les élus, pour les citoyens, etc., même si je sais que l'argent c'est le nerf de la guerre, si on pouvait évidemment parler d'emplois créés, si on pouvait parler d'alignement de sens, si on pouvait parler d'augmentation d'intérêt dans le métier, de compréhension, de formation, c'est vrai que ça permettrait un petit peu d'agrandir ce sujet, de l'élargir à d'autres périmètres que celui du pognon. C'était la question suivante que je voulais poser, c'était la notion de satisfaction. Parce que vous avez 5 ans d'expérience, 5 ans de recul par rapport à des collectivités qui n'auraient pas engagé la même intensité d'action. Donc là, avec le recul, quel bilan vous faites sur un petit peu les 3 collèges d'utilisateurs que sont les citoyens, les agents et les élus? Si c'était à refaire, est-ce que tout le monde repartirait de la même façon? Je pense que oui. D'autant plus que alors sur notre territoire, alors au niveau des Landes, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif PIN 40. Ce dispositif consiste, par le biais d'un syndicat départemental qui se nomme l'ALPI, à donner, moyennant formation, des ordinateurs remis en état à des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter un ordinateur, ou tout du moins de s'équiper avec des outils numériques. Donc, sur le côté usager, je pense qu'il n'y a aucun doute. Sur le côté des élus, les élus ont pris conscience de l'importance, encore une fois, de cette ubiquité-là. Ils se rendent aussi compte aujourd'hui qu'il y a de réels enjeux, alors plus vastes. On peut parler de la donnée, on peut parler de la sécurité et des usagers et des collectivités. Donc, je pense que chez les élus, il n'y a rien à redire. Et au sein des collectivités, les agents sont aussi des usagers. Ils se rendent compte de l'impact que ça a. Donc, pareil pour les agents, les collaborateurs des collectivités, je pense qu'il n'y a pas de débat. Et de toute façon, comme le faisait remarquer Vincent, aujourd'hui l'indicateur phare, c'est bien souvent le côté financier, mais avec la mise en place d'outils d'IT4Green, donc le numérique au service des politiques environnementales, de même des discussions, des échanges politiques auront forcément lieu un peu partout pour mesurer, pour décaler les critères et prendre en compte le fait que le numérique est peut-être plus cher sur certains sujets, mais que les bénéfices qu'il va apporter seront sans commune mesure. Il me semble que Vincent, tout à l'heure, parlait de jumeaux numériques. Un jumeau numérique qui va vous permettre, pour notre territoire, de regarder le recul du trait de côte, l'élévation du niveau des eaux en cas d'inondation. Ça a un coût qui est indéniable. Là, pour le coup, le jour où nous on le mettra en place, on y réfléchit, c'est sûr que budgétairement, ça va avoir un impact. Mais l'apport de ces sujets-là fait que de toute manière, à un moment ou à un autre, on risque d'y aller. Ok, très bien. Pour clore ce temps de panorama sur vos actions, je voulais repasser par vous, Vincent, et que vous nous fassiez reprendre peut-être un peu de hauteur en disant... concernant les collectivités territoriales, quel regard vous portez sur l'état d'avancement des actions, de la prise de conscience à cette échelle-là, si vous pouviez nous permettre de prendre un petit peu de recul? Évidemment, elle est multiple, elle est variée. Ça va de Max qui fait du super boulot et franchement, je peux que les féliciter à d'autres communes pour qui il y a peut-être d'autres problématiques de perte d'emploi, de désindustrialisation, de problématiques sociales autres et pour qui le numérique responsable, honnêtement, c'est un concept qui est très lointain. Donc c'est très très variable.
Par contre, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a un point de bascule, il y a un point de bascule sociétal, environnemental. Il y a cette loi qui arrive en France et qui fait qu'aujourd'hui, on peut plus dire on ne savait pas, voilà. Donc il y a une espèce d'alignement sociétal, environnemental, légal, d'attente aussi de citoyens. L'IA arrive et nous questionne encore plus. Il y a effectivement, on enchaîne quand même, faut pas l'oublier, on enchaîne, même si ça nous paraît déjà de la préhistoire, on enchaîne le Covid avec un déploiement massif et forcé de tout ce qui est numérique pour l'éducation, le télétravail, avec un télétravail qui en quelques années a rattrapé son retard, avec aujourd'hui l'IA qui perturbe les métiers. Donc on peut plus, enfin les collectivités, les territoires peuvent plus faire comme si ce sujet-là n'existait pas. Et en plus de ça, même si elles décident d'aller dans du tout numérique, les citoyens sont là, des collectifs de citoyens sont là pour leur rappeler très gentiment ou pas, la nécessité d'avoir un numérique qui s'aligne avec les engagements, et je reprends cet exemple simple qui est celui de la 5G. On a eu des collectifs, on a eu des territoires qui ont mis le sujet sur la table en disant 5G, on y va ou on n'y va pas, alors que d'un côté, on avait dans un débat hors de question de revenir à la lampe à l'huile, ou alors la société des Amish, ou alors le progrès. Donc on voit que tout ça aujourd'hui est incontournable. C'est plus ou moins abordé par les collectivités, mais de toute façon, c'est quelque chose qui ne peut plus être ignoré et qui risque dans les prochaines élections rapidement d'être dans un certain nombre de programmes. J'ai déjà vu des programmes qui intégraient des notions de numérique responsable, ça peut être depuis effectivement la gestion des émissions carbone, la dénumérisation des écoles. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont dans l'air du temps, qui sont des fois structurés comme chez Max, des fois un petit peu opportunistes comme dans d'autres collectivités, mais clairement, il y a vraiment une espèce de dynamisme qui est là et qui, d'ici peut-être quelques années, va être une approche beaucoup plus structurée, potentiellement comme la mobilité, comme les transports, comme l'alimentation dans les collèges ou dans les écoles avec le bio, etc. Mais il y a un mouvement de loi, de citoyens, d'intérêt, d'alignement qui fait que tout ça aujourd'hui est forcément sur la table ou à l'agenda. Merci Vincent. Jean-Paul, un peu la même question. Vous, d'où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire à l'échelle régionale de Nouvelle-Aquitaine, est-ce que vous observez des pratiques que vous jugez intéressantes, à l'instar de l'intercommunalité landaise qui est présente ce matin? Alors, ça peut être dans un autre domaine, dans le numérique responsable, mais que vous avez envie de partager pour montrer qu'il y a aussi des territoires qui, avec leurs moyens, avec leurs ambitions, arrivent à déjà expérimenter des choses qui vont dans ce vers quoi on a envie qu'ils aillent demain. Alors, je ne vais pas parler de La Rochelle, même s'ils sont exemplaires par ailleurs, mais on a un représentant en la personne de Vincent. Je vais parler complètement au sud. Il y a une asso qui s'appelle l'Antique, qui regroupe en fait des entreprises, des collectivités et des usagers communs, et une autre partie. Il y a 4 collèges, je me rappelle plus du 4e. Et ils ont déjà fait une démarche sur le numérique responsable, et ils ont un public très très varié, du coup. Et c'est ça qui est super intéressant. Et on est en train de voir pour faire un projet FEDER avec eux, pour que l'ensemble des collectivités de Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs puissent profiter de leur expérience. Et je fais un petit coucou à Nathalie qui est en train de taper quelque chose. On peut peut-être maintenant aborder la toute dernière étape de... Oui, Jean-Paul ? Oui, je voulais parler aussi, on n'a pas trop parlé des problématiques d'IA, des choses comme ça. Je voulais signaler que du côté de Limoges, ça fait aussi partie de la Nouvelle-Aquitaine, il y a une super asso qui s'appelle Label IA, qui a fait un label IA responsable et éthique, oui. Alors éthique dans le sens où on peut vérifier en fait l'IA. Bon, il a fait un label responsable. C'est le premier en Europe à avoir fait ça. Enfin, c'est une association qui travaille aussi sur des problématiques de l'association Label IA, voilà. Qui travaille aussi sur des problématiques d'IA fédérées qui évitent justement de passer des données un peu à tout le monde.
Voilà, donc c'est aussi une asso qui est pas dans le domaine territoire, mais qui est intéressante aussi sur l'aspect IA. Voilà. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un prochain sujet traité par PQNA. Il faut qu'on puisse effectivement s'en saisir si ça fait sens pour les collectivités. Pour conclure ce webinaire, Christophe et moi, on voulait vous proposer une dernière question, la même à chacun de vous trois, dans une logique un petit peu de conseil. Voilà. Si vous aviez un conseil à donner à une collectivité qui veut se lancer ou qui veut accélérer sur le numérique responsable, quel serait ce conseil? Peut-être Vincent? Activer le micro, voilà. Moi, c'est simple, feuille de route ou schéma directeur. Donc, il faut sortir le stylo et se mettre autour de la table avec les parties prenantes. C'est ça, avec une démarche de compréhension, mesure, décision, action. Mais pour moi, aujourd'hui, voilà, le fait des PowerPoint, des mails, des gens sollicités de façon un petit peu individuelle épuise tout le monde parce qu'on est sursaturé de fonctionnement. Et pour moi, voilà, la constance, la pérennité, ça vaut, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc l'idée, c'est qu'on prend le temps qu'il faut pour faire accompagner par des gens très compétents en interne dans les organisations ou alors de façon extérieure, mais on fait une feuille de route numérique responsable, le schéma directeur, People, Planet, Prosperity, Protection, pour être au moins sûr de faire les premiers pas ou, je reprends l'exemple de Max, c'est quoi les pas suivants, c'est quoi le chemin, c'est quoi la direction pour éviter de tourner dans le port en fonction de l'endroit où va le vent. Il faut un cap, et ce cap, il faut l'ancrer, il faut le structurer, il faut l'écrire et il faut le faire valider par les élus. Ok. Même question pour Fabien. Un conseil pour un territoire qui voudrait s'engager aujourd'hui? Alors, je rejoins Vincent en apportant quelques précisions. Avoir conscience que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et on parle pas d'une année ou deux. Je pense qu'on parle sur un temps long, hein, vraiment long. Voir aussi, comprendre aussi que c'est un très beau challenge et une belle opportunité. Aussi de réinterroger des dispositifs, des façons de faire, des politiques publiques. Et un troisième axe qui est que ça reste ludique. Que ce ne soit pas vécu comme une contrainte, mais trouver des axes de développement et de travail pour embarquer tout le monde et donc avoir pour ça un côté ludique, participatif. Pédagogique. C'est ça. Même question pour Jean-Paul? Alors c'est pareil, je vais compléter mes deux prédécesseurs. Je vais dire humilité et respect. Humilité dans le sens où on ne sait pas tout. Ce qu'on croit savoir à un instant T, on ne le sait plus à l'instant T plus 1, et parce que les technologies ont évolué, ce n'est plus les mêmes enjeux, il n'y a plus d'enjeux. Exemple, le minage. Le minage, pour nous, c'est quelque chose qui est horrible. Sauf que si on regarde des papiers de recherche très récents, on peut miner par des plantes. Des plantes peuvent extraire des minéraux. C'est pas au point, c'est pas. Et voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que voilà, rester humble face à tout ce qui se passe et respect des gens, respect respect de la personne. Okay. Ce que je retiens là de ce que vous venez de dire tous les trois, c'est que finalement aujourd'hui il y a un alignement des planètes pour que les collectivités s'engagent véritablement et structurent leur stratégie. Ça a tâtonné pendant plusieurs années, mais maintenant il y a un alignement, y compris législatif, qui fait qu'on va y aller, qu'il y a du boulot. C'est enthousiasmant. Tout à fait. Vincent, je te laisse conclure. Oui, donc voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci à nos trois intervenants. Merci beaucoup de ce partage, de cette générosité. La restitution de ce webinaire vous sera adressée prochainement avec le replay et avec une agrégation des différentes ressources, références, rendez-vous qui ont été cités. Merci beaucoup à vous, messieurs, à vous tous participants, et nous vous souhaitons une bonne journée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.